Salut! Dans cette deuxième partie, nous allons évoquer la caractérisation de la diode au moyen des lois qui régissent tous les tubes électroniques, à savoir la loi de Richardson et la loi de Childe-Langmuir. Ensuite, nous tracerons la caractéristique du tube, nous nous intéresserons à ses caractéristiques, ce qui introduira deux grands principes essentiels dans l'électronique, à savoir la résistance dynamique et la droite de charge. Nous pratiquerons enfin des mesures dans une troisième partie et nous évoquerons le redressement dans la troisième vidéo. Et au terme de ces trois vidéos, nous en aurons fini avec cette partie Kugloff, si j'ose dire, qui est la diode et qui, contre toute attente, s'avère plus longue que je ne l'aurais imaginé. Donc on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Alors maintenant, intéressons-nous aux lois qui régissent un tube électronique. Alors bien, on ne va pas refaire les démonstrations des prix Nobel qui nous ont précédés. Mais on va essayer de faire une expérience de pensée. Tout naturellement, ici, j'ai dessiné une diode qui comporte un filament, lequel filament d'ailleurs est raccordé à une source de tension. Hein, d'accord, comme ça. Production d'un courant à l'intérieur du filament. Chaleur, émission électronique. Ici, comme on est à un potentiel positif, les électrons sont attirés vers la plaque. Ça, rien de neuf sous le soleil. Donc, comme ça, de manière intuitive, il faut essayer de, dans les réseaux magnétiques, essayer de comprendre les choses de manière intuitive. C'est pas toujours vrai parce qu'en physique, il y a beaucoup de concepts qui sont contre-intuitifs. Typiquement, par exemple, la charge d'espace, c'est un peu contre-intuitif déjà. Mais on va y revenir. Pourquoi j'ai insisté lourdement tout à l'heure sur la charge d'espace? On va se dire, je fais naître une tension U sur l'anode. Tout naturellement, comme on l'a vu, j'ai établissement d'un courant. Donc, j'ai le droit de dire, plus la tension d'anode augmente, plus le courant d'anode augmente. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que si vous écrivez ça, c'est vrai. Plus la tension augmente, plus le courant augmente. La question, c'est comment? Alors, si on est sur une résistance, par exemple, si on est sur un dipôle, classiquement, si imaginons qu'ici, nous n'ayons pas une diode à vide, mais une simple résistance, naturellement, si on fait monter la tension aux bornes d'une résistance, on augmente le courant selon une loi bien connue de tout le monde, de tous les électroniciens, qui dit que U égale RI, quoi. Il y a une relation parfaitement linéaire, on augmente la tension, on augmente le courant. Dans un tube, c'est vrai, sauf que la loi qui va lier le courant et la tension n'est pas linéaire. C'est la fameuse loi de Childe-Langmuir. Je vais vous l'écrire ici. Et elle s'exprime comme ça, le courant d'anode est égal à un coefficient, K, le coefficient qui correspond à l'écartement des plaques, à la disposition mécanique, etc., une constante, on va dire, que multiplie la tension d'anode à la puissance 3,5. C'est-à-dire que ça ne va pas nous donner une droite, ça va nous donner une courbe, on va dire, un peu comme ça, quoi. C'est ça que ça va nous donner. Alors qu'une résistance nous aurait donné ça. On l'évoquera tout à l'heure. Mais ça ne suffit pas à expliquer le courant et la relation complète du courant dans un tube versus la tension. Pourquoi? Parce que pour avoir lourdement insisté, si vous m'avez suivi tout à l'heure sur le phénomène de la charge d'espace, on a dit il y a plus de charge près de la cathode, liée aux vitesses relatives, par exemple, des électrons et du temps de trajet qu'ils peuvent avoir, etc. Or, il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on évoque. C'est que quand on a branché ici le courant sur le filament, on a élevé la cathode à une température lui permettant d'émettre des électrons. Mais de la même manière que les lois
ne s'applique pas à l'infini de manière instantanée, il n'existe pas de production d'énergie ou de production de quoi que ce soit de manière infinie dans la nature. Pour être plus clair, la cathode ne pourra produire qu'un certain nombre d'électrons dans la charge d'espace. Sa capacité d'émission, ce qu'on voyait, est limitée à sa taille, à la température du tube. C'est-à-dire que plus on va être chaud, plus on va avoir d'électrons. Moins on va être chaud, moins on va avoir d'électrons. Et aussi la taille physiquement de l'équipement fait qu'il ne pourra pas produire des électrons à l'infini. Or, quand on va venir tirer un courant sur le tube, on ne pourra jamais tirer plus de courant que la cathode ne pourra en créer, ne pourra en émettre. C'est la notion, ça c'est une deuxième loi, qui n'est pas Chandler, qui est de Richardson, on va dire, et qui dit quel est le facteur qui influence la production d'électrons? Eh bien, c'est la température. Donc, dans un tube, il y a deux critères. Ce qu'on va venir tirer dans le champ électrique ici, et la capacité émissive de la cathode. On ne pourra pas tirer plus d'électrons que la cathode ne peut en produire, ce qui est tout à fait logique. Alors, c'est quoi la conséquence de ça? En dehors du fait, si je vous présente l'équation, par exemple maintenant ici, vous allez voir que le nombre d'électrons n'est pas proportionnel à la température, puisqu'on a une exponentielle dedans, et on rend compte que si on augmente la température de quelques degrés, on va produire encore plus d'électrons. Ce qui est une conséquence d'ailleurs, c'est que si vous chauffez les tubes excessivement, certes ils vont produire plus d'électrons, mais ils vont durer moins longtemps. Parce que vous allez flinguer le filament, etc. Alors la conséquence c'est quoi de ce qu'on vient de dire? On vient de dire ici, on a deux lois. On a une loi qui dit le nombre d'électrons, les électrons qui vont être dans le courant vont être une fonction de U égale I, c'est-à-dire que ça c'est I anode est égal à K multiplié par V anode à la puissance 3,5. Et deuxièmement, une loi qui est liée à la température, que j'écris pas ici, et je vous fais apparaître. Alors ça a une conséquence dans la courbe. Au départ, on va tracer ici I anode. Et là, on va tracer V anode. Au début, on est à 0 volts, ici. Il n'y a rien. Si on prend la courbe, on va avoir quelque chose comme ça, en fait. Je vais essayer de le dessiner un peu correctement. Ça va progresser, bien sûr. Je vous après vous le repasser sur un transparent. Ça va progresser au fur et à mesure que la tension va monter, la V anode va monter, le courant va monter. Ça, on est d'accord. Et ça va suivre la loi, évidemment, K multiplié par V anode à la puissance 3,5. Sauf qu'à un moment donné, on va rencontrer un problème. C'est que la courbe ne va pas continuer comme ça à l'infini. Supposez que ce soit possible. C'est que le pouvoir émissif de la cathode va être limité. Donc on va se retrouver à faire ça et à progresser. Et ça s'appelle la saturation. La saturation, c'est quoi? Ça veut dire qu'à partir de là, on ne peut plus tirer d'électrons, on ne peut pas tirer un nombre supérieur d'électrons à la cathode qu'elle n'est capable de produire. C'est-à-dire qu'on a atteint la limite. Tous les tubes ont de la saturation. Sachant que les zones de saturation, comme ça, qui sont là, ne sont pas les zones dans lesquelles il faut faire travailler les tubes. Par exemple, si vous faites travailler un tube Z80 en saturation, vous allez le griller assez rapidement. J'ai même pas réussi à le faire, moi d'ailleurs, sur les manips qu'on va faire tout à l'heure. Je voulais mettre le tube en saturation. Finalement, j'ai pas une alim suffisamment dimensionnée pour arriver dans cette zone-là. Mais bon, bon, on aurait pu sacrifier un tube pour la beauté de la science. Donc maintenant, examinons les caractéristiques à partir de la documentation constructeur de la diode que nous allons utiliser, à savoir une Z80. Alors, ce que nous avons vu et ce que indique le pointeur laser ici, c'est que les diodes répondent à cette équation, qui est l'équation de Chandler-Mur.
dans lequel un coefficient entre en jeu qui est fonction de la forme et des dimensions géométriques des électrodes. Typiquement, par exemple, la courbe que vous voyez ici, je l'ai tracée sur Excel à partir de cette fonction, en essayant de retrouver le coefficient K en fonction des mesures que j'avais faites. À côté de ça, j'ai prolongé donc cette courbe parce que vous verrez que dans la documentation constructeur, on ne rencontre pas la courbe qui est actuellement sous le pointeur laser. J'ai étendu cette courbe en négatif, c'est-à-dire quand la cathode est positive et l'anode est négative, évidemment le courant est nul. Donc il est logique que nous n'ayons pas dans les documentations constructeurs une courbe qui indiquerait un courant nul. Ça veut dire que quand le tube est utilisé en inverse, en redressement, il n'y a pas de courant. La partie de cette courbe qui est ici répond précisément à l'équation de Child-Langmuir, ici, et si on prolonge la courbe, ce que j'ai fait, parce que vous ne la trouverez pas sur la documentation constructeur, on rencontre le phénomène de saturation avec I qui devient donc une constante. Alors, les tubes, comme je l'ai indiqué à maintes reprises, ne sont pas prévus pour travailler en saturation. Il faut savoir qu'il a existé par le passé des tubes qui étaient utilisés en saturation pour obtenir des systèmes à courant constant. Et bien sûr, cette partie, qui est ici, est limitée par l'émission cathodique, la saturation. Passons maintenant à l'examen de la documentation. Alors dans une doc de tube, quel qu'il soit, vous allez trouver, le plus souvent ici, où se trouve le pointeur laser, la dénomination du tube en standard européen et au standard américain, puisque des tubes équivalents existent sous des références différentes, et parfois même avec des références russes, il y a des tableaux de correspondance. Ça veut dire que vous pouvez substituer très précisément le Z80 par une 6V4 qui est sa dénomination américaine. Alors rentrons maintenant un peu dans le détail et observons pour commencer les éléments essentiels des caractéristiques générales. Alors dans les caractéristiques générales, on va d'abord vous indiquer les tensions et les courants de filament. Il est impératif de respecter ces valeurs si vous ne voulez pas réduire la durée de vie du tube, puisque si vous augmentez de manière considérable le 6V3 qui est ici, et par là même le courant, puisque vous pouvez aussi chauffer, typiquement on pourrait imaginer qu'on chauffe le tube en courant, et non pas en tension, on va augmenter l'émission électronique et diminuer la durée de vie du tube. Donc nous allons regarder les limites maximales d'utilisation du système en fait, ou du tube. Alors ça c'est toujours intéressant parce que quand vous substituez un tube, par exemple, pour un équivalent ou un tube proche, veuillez vérifier les limites d'utilisation. Donc là, ça nous dit que le tube supporte 1000 volts en inverse, auquel cas on va claquer le tube. Il faut savoir que ça paraît élevé, mais c'est des tensions qu'on peut atteindre dans des montages à tubes. On voit que ce tube ne peut pas redresser beaucoup de courant, il peut tirer 90 milli max. Et on peut supporter 270 mV maximum en courant de crête et 50 microfarad pour le filtre. Je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, on voit que le constructeur nous a donné des tensions d'utilisation ici avec quelque chose de très intéressant qui sont la résistance interne. Et là, on va regarder, vous voyez ici que la résistance interne varie en fonction de la tension. Donc ça, je vais vous l'expliquer avec force de détail dans une vidéo qui est la notion de résistance dynamique qui est directement liée à la courbe. Et là, on va surtout regarder le sujet du condensateur et des limitations. Juste avant, un point quand même, on peut constater que ici, on a 500 volts max entre filament et cathode. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que la tension entre le filament et la cathode qu'on voit sur le pointeur laser ici, comme les électrodes sont très proches dans les tubes à chauffage indirect, ce qu'on étudie depuis le début d'ailleurs, parce qu'on n'a pas du tout parlé des tubes à chauffage direct, bien, dans ces cas-là, on a une tension maxi à respecter. Si la cathode, si le filament se trouve à un potentiel supérieur à 500 volts, ça va arquer, on va flinguer le tube. Alors maintenant, venons-en au sujet qui nous occupe, c'est-à-dire le filtre, le dimensionnement du filtre. Alors ça, on extrapole un peu sur le programme où on va évoquer le redressement et la régulation. Mais globalement parlant, l'idée c'est quoi? C'est qu'on vient injecter dans un tube de redressement, puisqu'il est indiqué, comme quoi on vient lui injecter de l'alternatif sur l'anode, et donc sur la cathode, on a un redressement, et on va se retrouver de l'autre côté avec une courbe qui fait ça, qui est une ondulation normale, qui va dépendre de la charge.
Cependant, les courants qui vont être mis en jeu, et c'est là que c'est intéressant, c'est pour ça que j'ai fait une petite flèche avec le courant de condensateur, il nous dit le tube qui peut supporter 270 milliampères maximum. Et ça a une conséquence qui est la suivante, c'est que tout est lié en fait au condensateur qui se trouve ici. Plus le condensateur est gros, plus le courant d'appel qui va être appelé au moment où le condensateur se charge, ce que nous voyons dans cette partie de la courbe, puisque ici c'est le courant du condensateur en fait. Bon, je l'ai symbolisé, je ne l'ai pas calculé, hein. C'est une forme. Il va avoir cette forme là, c'est-à-dire qu'il va se charger très très vite pour finalement se décharger dans la charge au moment où on fait de la régulation, enfin de la régulation du redressement. Et ce courant que vous avez ici est très très important au moment où il y a un courant d'appel très important sur un condensateur ici. Ce que j'ai symbolisé ici, alors certes on peut arguer que c'est un courant instantané et qu'étalé sur la durée de la période il ne fera pas 270 milli de valeur moyenne, néanmoins on va appeler dans le tube un courant très important. Ce courant très important a pour effet, pourrait avoir pour effet de détruire en fait le tube. Alors il faut savoir que si les tubes supportent facilement des tensions inverses, des transitoires, ils sont beaucoup plus solides de ce point de vue que les semi-conducteurs. Ça n'est pas vrai particulièrement pour les diodes qui sont fragiles, c'est d'ailleurs parmi les composants les plus fragiles. Et si vous augmentez la valeur ici, comme on pourrait tenter de le faire pour améliorer l'ondulation, c'est-à-dire que si ici on mettait un condensateur moderne, et on en trouve facilement, on pourrait mettre ici un condensateur de 470 microfarads par exemple, eh bien vous pouvez être certain que ça, c'est grillé. Donc tout ça, on va y revenir avec force de détail quand on évoquera la régulation dans une prochaine session. Maintenant, passons à la courbe. Alors, comme vous pouvez le constater, la courbe ici ne reprend pas la saturation. C'est-à-dire que si la courbe ici s'arrête d'ailleurs assez tôt, et je pourrais vous expliquer pourquoi, hein, c'est assez facile, puisque c'est la chute de tension engendrée dans la diode, tout simplement. C'est pour ça qu'on va parler de résistance dynamique. Et évidemment, la courbe n'est pas prolongée comme ça pour aller, bien sûr, vers une saturation, puisque aucun des tubes ici n'est prévu pour travailler en régime de saturation. Alors, à partir de cette caractéristique qui est ici, on va voir comment on peut tracer la droite de charge, déterminer les courants, etc., etc. Donc, on se retrouve tout de suite pour la suite, c'est-à-dire l'explication de la résistance dynamique, de la droite de charge. On passe au labo et on en a fini sur le sujet de la diode. On va s'arrêter 2 minutes sur un sujet qui n'est pas aussi intuitif qu'il y paraît, c'est la notion de résistance dynamique. Parce que la notion de résistance dynamique introduit un concept fondamental dans le reste de l'étude, qui est la notion de point de repos en fait. La notion de point de repos. On évoquera ça après quand on attaquera l'amplification. Néanmoins, dès qu'on commence à parler de la diode, on parle d'une notion de résistance dynamique. Alors, quand on est sur un tube ou sur une résistance, les comportements sont différents. Je m'explique. Dans une résistance, classiquement, le courant et la tension sont liés par une relation que tout le monde connaît, qui s'appelle U égale RI. D'accord? Facile, ça c'est une droite, comme ça. Et si on fait la dérivée, si on dérive cette fonction-là, la dérivée de cette fonction, c'est une constante, c'est égal à R. Là, la dérivée d'ici, c'est plus du tout une constante. Parce qu'on comprend bien que si on dérive I égale K V anode à la puissance 3,5, on ne va certainement pas avoir une constante. Alors, on ne va pas faire la dérivée en live, mais on va travailler sur la courbe. Ça revient à peu près au même. Sur cette courbe, on va imaginer qu'on fait nos mesures autour de 2 points choisis arbitrairement sur la courbe. J'ai mis ici un point P1, un point P2. Si on est sur la courbe qui représente la résistance, c'est-à-dire qui est une droite, ici, le delta V, on va écrire delta V, ici, autour du point, va nous donner un delta I. D'accord? Le delta V va nous donner un delta I.
quel que soit l'endroit où on va se trouver sur la courbe, le même delta V nous donnera systématiquement le même delta I. Donc on a le droit d'écrire que delta V sur delta I est égal à la résistance. Ça on peut écrire delta V sur delta I égale la résistance. Et cette résistance va être constante tout au long de la courbe. Quel que soit l'endroit où on fera cette variation de tension versus courant, on obtiendra une constante, c'est-à-dire R. Bon, maintenant passons au tube. Alors dans le tube on va faire la même chose. Au lieu de prendre le delta V ici, on va prendre le même delta V, on va donc projeter ce point ici, et on va réaliser qu'en fait, si on fait un delta V ici, le delta I autour de ce point, alors il faudrait qu'on prolonge la courbe à peu près par exemple ici, on se rend compte que delta I, il est là. Donc là, on peut toujours écrire que delta V sur delta I est égal à R, qui correspond d'ailleurs à la tangente ici, et cette courbe-là. Ça, on peut écrire ça. Si maintenant on fait la même chose, mais sur ce point qui est là, ben, on va facilement se rendre compte que, alors je vais essayer de prendre une autre couleur, par exemple si j'ai du vert, voilà. J'ai du vert, autour de ce point P2, qui est ici, si je fais le même delta V, c'est-à-dire que je vais appeler delta V', qui est ici, delta V', ben, le delta I, il va plus être comme ça, il va se retrouver ici. Il est beaucoup plus petit. Delta I'. Et là, j'ai une résistance R', ce qui est d'ailleurs, si j'essaie de la projeter, on aurait plutôt une tangente un peu comme ça, voilà. Donc, la conclusion de ça, c'est quoi? Ça veut dire que en fonction du point sur lequel on va se trouver sur la courbe de réponse de la diode, ici, la résistance n'est plus une constante. La résistance change en fonction du point de repos sur lequel on fait la mesure, autour duquel on fait la variation. Ce qui est assez logique, hein, d'ailleurs, ça tombe sous le sens quand on regarde les formules. Parce que si vous dérivez par exemple ça, en aucun cas vous obtiendrez une constante. Ça, c'est une notion fondamentale. Alors ça, ce que je vous dis est vrai pour une diode à vide, elle est aussi vraie pour une diode à semi-conducteur et autres courbes qui ne répondent pas à une loi de type Y égale à X qui vous donnera une droite, c'est-à-dire dont la dérivée est une constante. Ça tombe sous le sens quand on voit les deux courbes. Je la redessine d'ailleurs correctement, voilà. On voit bien que cette courbe-là fait ça et celle-là est droite. À chaque point sur la courbe correspondra, en fonction des variations qu'on va faire, une résistance dynamique. La résistance dynamique, elle introduit implicitement deux notions. Elle contient une notion que vous retrouverez partout dans l'électronique et surtout dans l'amplification, qui est le point de repos. Donc si on veut donner une définition, on peut dire que la résistance dynamique correspond à la variation de courant versus la tension à un point particulier de la courbe. Et donc il peut prendre une infinité de valeurs en fonction de la courbe où on procède à cette mesure. On fait une mesure. Ça revient en réalité à dériver le signal, à dériver la fonction. On ne va pas dériver la fonction comme ça. On va évoquer un concept fondamental en électronique qui concerne les tubes ou les semi-conducteurs. C'est la droite de charge. Alors pour ça, on va faire un montage comme ça, dans lequel on va venir mettre une résistance. Bon, pour la facilité des calculs, on va dire que c'est une résistance de 400 ohms. Et ici, on va venir mettre la diode, c'est-à-dire la cathode à la masse, ce qui est tout à fait logique, et l'anode ici. Voilà. Ça, on va dire que c'est 40 volts. Arbitrairement, hein. On va dire que c'est 40 volts, mais ça correspond surtout avec comment la lime peut délivrer au maxi, enfin la lime basse tension.
J'ai une alim haute tension, mais elle est pas, c'est pas terrible pour débiter du courant. Alors voilà le montage. Donc ici, on a le droit d'écrire qu'il y en a une tension, hein, U, sur le générateur. On va essayer d'écrire ça, U. La question, c'est quoi le courant? Quel est le courant que nous avons ici? Et surtout, question subsidiaire, qu'est-ce qu'on a sur la diode? V sur la diode. VD. On veut déterminer VD et le courant. D'accord? Ici, le courant dans la diode. Alors évidemment, on pourrait dire, classiquement, là-dessus, on est sur un truc comme ça, c'est-à-dire avec deux résistances en série, enfin deux impédances en série, et puis on va appliquer un truc de pont diviseur, et là-dedans on rentrera l'équation qu'on a vue de la diode. Bon, ça, c'est non. Dans les tubes, on n'utilise pas, paradoxalement, je vous ai gavé d'un certain nombre d'équations, vous n'utiliserez jamais les équations de Child-Langmuir dans les tubes. Les seuls trucs qui utilisent des équations de type Child-Langmuir, et encore sont-elles modifiées de manière empirique, c'est les simulateurs de type LT-Spice. Mais on ne va pas travailler au simulateur, pas au début au moins. Il ne faut pas travailler au simulateur au début parce qu'il faut comprendre ce qu'on fait. On ne peut utiliser des simulateurs qu'à partir du moment où on a maîtrisé des trucs aussi élémentaires que ça. Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'on a le droit d'écrire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'écrire? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on va essayer de déterminer V sur la diode. Bon. Alors, on connaît un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'on voilà, je vous affiche vite fait, bien fait, la courbe de réponse de la diode qu'on va utiliser, qui est une Z80. Donc, on a le droit d'écrire, parce que ça, on peut le dire, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est que la courbe de la diode, ça fait ça, disons. Date à laquelle ça commence après à s'incurver dans le régime de saturation sur lequel on n'ira pas travailler. On va travailler dans cette portion de la courbe. Et si vous regardez bien la caractéristique que je vous mets au tableau, on ne précise pas le moment où on fait entrer le tube en saturation. Parce que qui dit tube en saturation égale tube grillé dans notre cas. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit d'écrire? On a le droit d'écrire, ça on a le droit. Ici on a l'anode. Et là, on a, n'est-ce pas, la cathode. Et là, on a la résistance. Circuit ouvert. On n'a pas la diode. Ici, on coupe là. On coupe le circuit. On coupe ici carrément le circuit. Il y a I. On peut écrire ici. I égale 0. Ça, on a le droit d'écrire puisque il ne circule pas dans la diode. Si I égale 0, à quoi est égale la tension? La tension ici, là, c'est la tension d'alimentation de 40 volts. Donc ici, on a le droit d'écrire 40 volts. On a le droit. Puisqu'il n'y a aucun courant qui circule à l'intérieur, la tension est égale, il n'y a aucune chute de tension dans la résistance. Maintenant, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va dire on n'a plus la diode, mais on a un circuit fermé. La diode est courgutée. Qu'est-ce qu'on a ici? On a 0 volts. On a le droit à avoir 0 volts. Par contre, on a un certain courant, I. Et là, c'est facile à calculer le courant. C'est simplement 40 volts divisé par 400 ohms. C'est-à-dire 1 divisé par 100 égale 100 mA. Donc on peut écrire que dans cette considération-là, j'ai le droit d'écrire 100 mA. Donc dans un état de circuit ouvert et dans un état de circuit fermé. Et là, on peut tracer une droite. Pardon, j'ai essayé de la tracer correctement. On peut tracer une droite. On va essayer de tenter que ce soit droit. Alors, ça va pas du tout, ça. Je vais le faire mieux que ça. Voilà. 100 volts, 40, 100 mA. Donc j'ai le droit entre ces deux points de tirer un trait droit. Cette droite qui est là, cette droite qu'on vient de tracer péniblement, enfin moi du moins, sans règle, cette droite qui est ici s'appelle la droite de charge.
Et là, on va redessiner donc la diode correctement, ici dans le circuit. Ça veut dire que sur ce circuit, on ne pourra jamais sortir de cette droite-là. On ne peut pas, cette zone-là nous est interdite. Tout va se passer autour de cette droite de charge, au-dessous de la droite de charge. Cette droite de charge, elle va croiser graphiquement, et c'est comme ça que vous ferez avec tous les tubes, elle va croiser graphiquement, en un point précis, la courbe de la diode, la courbe de la caractéristique de la diode. Et on fera pareil avec les triodes. Or, qu'est-ce qu'on a ici, au croisement des deux courbes? Ben là, on a VD. Ça, c'est la tension aux bornes de la diode. Et ça, c'est la tension restante, résiduelle, aux bornes de la résistance. Voire, à partir de là, on peut même dire que ça, c'est le courant dans le circuit. C'est une méthode graphique, vous allez l'utiliser tout le temps, systématiquement, quels que soient les tubes. Alors, quand j'ai préparé ce petit cours sur la diode, effectivement, je n'avais pas prévu de parler de la droite de charge. Parce que généralement, pour le coup, c'est assez rare qu'on l'aborde dans les cours sur les tubes. Mais c'est en relisant des cours sur les semi-conducteurs, parce que j'ai repris des trucs que j'avais, où j'ai vu que la droite de charge était introduite dès l'usage de la diode. Et là, c'est encore plus significatif. Pourquoi? Parce que comme on a une résistance interne et une résistance dynamique qui varie, on va constater que si ici on n'avait pas mis une résistance de 400 ohms, mais que maintenant on met une résistance de 800 ohms, même raisonnement, j'ouvre le circuit, qu'est-ce que j'ai? Pareil, 40 volts. Je court-circuite la diode ici, qu'est-ce que j'ai? 0 volts, mais j'ai, dans ces cas-là, une nouvelle formule à calculer, 800 ohms divisé, non pardon, 40 volts divisé par 800 ohms égale 50 mA. Donc ici, je vais me retrouver plutôt là, et je vais avoir une deuxième courbe, comme ça, qui croisera en un deuxième point. Et ce deuxième point sera un VD', ici, qui est la tension sur la diode. Uniquement par des méthodes graphiques. Dans les tubes, vous ne travaillerez quasi exclusivement qu'avec des courbes et des graphiques. Alors après, les graphiques, vous pourrez les obtenir soit directement dans les docs constructeurs, soit si vous êtes outillé, avec un minimum d'alim, vous pourrez tracer les caractéristiques des tubes. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Voilà ce qu'on dit. On a fini. Maintenant, je pense qu'on a droit à un repos bien mérité. Comment qu'on appelle ça? L'ordre du jour est épuisé. Et moi aussi. Donc maintenant, ce que je vous propose, on va passer au labo. Et on va maniper tranquillement, voilà, on va maniper tranquillement et on va vérifier si ce que l'on dit est vrai, ici. On va regarder la courbe de réponse, on va tout tracer et on aura fini avec cet épisode qui était, je vous l'accorde, extrêmement copieux, contre toute attente. Mais malheureusement, il faut en passer par là pour ce premier tube. Ça sera quand même plus facile à comprendre, bien sûr, bien évidemment. Si vous avez les connaissances nécessaires en électronique, en particulier sur les tubes, vous pouvez allègrement scraper cet épisode. Je suppose que vous l'avez déjà fait avant. Et on passera directement à la triode. Prochaine étape, on étudie quoi? La triode en mode statique, le réseau de caractéristiques. Ensuite, on va fabriquer une alimentation stabilisée à base de tubes. Et enfin, on attaquera les sujets d'amplification, c'est-à-dire les amplis de tension, etc., etc. Et on continuera sur l'amplification pour après aborder et embrasser le merveilleux monde de la radioélectricité. Allez, on y va bricoler.